Bien le bonjour à vous tous et merci d'être là, toujours fidèles à notre programme du Bonjour d'Algérie. Très heureuse de vous accompagner jusqu'à 9h30. Aujourd'hui, le jeudi 22 novembre, nous aurons le plaisir d'avoir les deux rubriques habituelles du jeudi matin, à commencer par Haïda Mchri dans sa rubrique psychologie. Aujourd'hui, elle traitera du thème du mensonge et surtout du vol chez les adolescents, chez les enfants, en tout cas des petits larcins, mais en tout cas, elle va nous en parler en détail. Nous allons également parler avec Liliane Nassal dans sa rubrique agenda culturel et l'invité de la matinale. Elle recevra Amin Kouider, chef d'orchestre. Il viendra nous parler de son programme et surtout le programme de l'Opéra d'Alger. Et bien entendu, elle nous donnera les grandes lignes du programme culturel de ce week-end et de la semaine, bien entendu. Nous aurons également à rendre hommage à un grand chercheur et surtout linguiste algérien. Mohamed Akli Haddadou nous a quittés malheureusement. Il a tiré sa révérence cette semaine, donc ce lundi. Il viendra un chercheur viendra nous en parler en détail et rendre hommage à cette personnalité importante de la littérature algérienne et surtout berbère, puisqu'il lui a fait énormément de recherches sur la linguistique berbère. Nous aurons également aussi sur notre plateau le monde artistique et surtout culturel, à commencer par Lila Borsali qui viendra nous parler de son spectacle de ce soir à l'Opéra d'Alger. Il sera aussi question de Brahim Hadj Qassem qui lui l'accompagnera à travers ce spectacle musical, un très beau spectacle musical qu'ils donneront ici à Alger, mais pas que, Oran et Tlemcen également. Ils viendront nous en parler en détail. Amir Nebej sera aussi de la partie puisqu'il viendra nous présenter le film de ce soir dans Ciné Thématique, un très beau film Destin d'un berger. Il viendra aussi marquer aussi cette journée de Maoulid Nabawi Sharif à travers cette thématique d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. Restez bien fidèles à notre programme jusqu'à la fin. En tout cas, tout de suite, on va s'enquérir des nouvelles du ciel avec Mina Abed. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Elle est là, elle est toute fleurie aujourd'hui, elle est pleine de fleurs tout autour. Comment ça va? Ça va. Ça veut dire que c'est le printemps? Non. On est en plein automne et l'hiver est à nos portes et pourtant il fait chaud. Il fait chaud. On devrait s'inquiéter. On devrait s'inquiéter. On devrait s'inquiéter. Exactement. Alors, on va le regretter. Quand les températures vont descendre un peu plus, on va le regretter. On va bien le sentir. On vous écoute, Nina. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et très bon réveil. Et bien cette matinée, on aura droit à quelques nuages bas, de la brume également sur l'ensemble des régions côtières et puis beaucoup de soleil, un ciel dégagé partiellement voilé sur l'ouest, le centre, l'est du pays. Sur la partie sud, on notera un ciel voilé également vers l'extrême sud, le sud du Sahara central, le Hogar et le Tassili, du soleil sur les oasis, le nord Sahara ou encore le Sahara oriental. Les températures de cet après-midi seront en hausse pour un mois de novembre, avec sur la moitié nord 23 degrés à Alger, 22 degrés à Annaba, 23 à Guelma, entre 24 degrés à Gardaya, 26 à Hassim Saoud, 20 degrés à Béchar, 25 à Tiendouf et enfin 36 degrés, ce sera la maximale à Borj Badi Mourtar et à Ngazam. On passe tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. On notera un ciel plutôt couvert à Madrid, Lisbonne, Londres, des averses à Budapest ainsi qu'à Marseille et puis un ciel plutôt dégagé à Paris, Bordeaux, voilé à Berne ainsi qu'à Rome. Côté Mercure, les températures sont en baisse avec 9 degrés à Paris, 5 degrés à Berne, 6 à Marseille, 8 à Londres, 2 degrés à Berlin ainsi qu'à Bucarest, 6 à Budapest, 4 à Prague, 19 à Athènes et enfin 7 degrés seulement à Dublin. Place tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous a été présentée par Mobilis. Voilà, merci beaucoup Mina, bonne journée et puis bon week-end. Merci. Ça y est, c'est le repos en attendant la semaine prochaine. Exactement. Voilà, on va vous proposer, on va vous les accompagner en sortant donc avec une belle chanson, les Triana d'Alger qui chantent donc Mehdi des Triana d'Alger qui chante Mi Amor. On se retrouve juste après. Tu m'as écrit
Moi j'ai compris كلامك يا بنية وعليك نغني يا غزالي ما تلوميش عليا. Je suis sincère, mon cœur t'appelle يا نور عيني. خليتي الدمعة تجري على خدي، حيرتي بالي يا غزالي، حيرتي بالي قلبي مجروح، حيرتي بالي يا غزالي، حيرتي بالي قلبي مجروح. Mi amor, mírame como te quiero, mírame como te quiero, mírame como te adoro. Mi amor, mírame como te quiero, mírame como te adoro, mírame como te quiero. Je suis fidèle, mon cœur t'appelle يا نور عيني، وعليك نغني يا غزالي ما تلوميش عليا. Tu m'as écrit, moi j'ai compris كلامك يا بنية. خليتي الدمعة تجري على خدي، حيرتي بالي يا غزالي، حيرتي بالي قلبي مجنون، حيرتي بالي يا غزالي، حيرتي بالي قلبي مجنون. Mi amor, mírame como te quiero, mírame como te quiero, mírame como te adoro. Mi amor, mírame como te quiero, mírame como te adoro, mírame como te quiero. Mi corazón, حياليا حياليا tú me quieres. Des rythmes plutôt calmes pour débuter notre matinale, bien entendu. On va la débuter avec Aïda Mechri, avec la rubrique psychologie tout de suite. Voilà, de retour, on est là, on l'accueille avec grand plaisir, comme chaque jeudi matin. Elle nous fait donc voyager à travers aussi des thématiques. Pas voyager, mais plutôt elle nous donne donc des conseils et surtout, elle renseigne les parents sur certaines préoccupations. Bonjour Aïda. Bonjour Amel. Comment ça va? Très bien, alhamdoulilah. Vous étiez très occupée cette semaine, j'imagine, avec l'organe national donc, de la protection, de la promotion de l'enfant. Oui. C'était ce mardi, comme par hasard cette année, c'est tombé avec le Maoulid Nabawi Sharif, la journée mondiale donc, de ratification des droits de l'enfant, c'est cela? Et donc c'était une belle fête avec les enfants? Très belle fête avec les enfants. Moi je remercie tous mes collègues, le staff qui a veillé pour organiser au mieux cette rencontre et puis ça s'est très bien passé. Je remercie les familles aussi qui ont fait confiance, qui se sont déplacées, oui. Tous les responsables et puis à leur tête Madame Mariam Chorfi et je leur souhaite tous meilleurs vœux, mais aussi encore un pas en avant pour qu'on puisse réaliser pour continuer à travailler, surtout protéger les enfants, protéger leurs droits et bien sûr travailler sur l'épanouissement de l'enfant. Absolument. Ça s'est passé donc un après-midi au Palais de la Culture, donc il y a eu beaucoup donc, de thématiques autour de l'enfance.
Oui, il y avait une festivité aussi, beaucoup d'artistes présents voilà, c'était un cocktail varié entre l'accompagnement de l'enfant dans l'échange avec lui, mais aussi un nouveau pas institutionnel pour pouvoir susciter, inviter d'autres professionnels à collaborer. C'était beaucoup plus dans la joie et la convivialité puisque c'était le Maoulid Nabawi. Alors donc en même temps, c'était donc là, ça a permis aux enfants donc de plus s'amuser. Absolument, absolument. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on aimerait voir, toujours le sourire sur les beaux petits visages donc, de ces enfants. Tout à fait. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui dérange un petit peu, qui est sensible aussi. Il faut faire très attention parce que ça peut déraper. Alors on avait évoqué il y a quelques semaines de cela le mensonge chez l'enfant, avec bien sûr ses conséquences, ses petits mensonges, etc., innocents, qui pourraient peut-être se répercuter sur autre chose après avec la personnalité de l'adolescent. Aujourd'hui, vous allez traiter des larcins et du vol. Le vol, voilà. Ça fait peur déjà quand on dit vol. Oui, du coup, d'emblée comme ça rapidement, on aurait pensé à la kleptomanie comme un petit symptôme ou un trouble pathologique. Mais pourquoi ne pas vraiment s'arrêter juste pour définir les choses et puis parler doucement de ce qu'on peut vivre avec nos enfants, avec nos adolescents, et si on pouvait bien réfléchir à haute voix, comment on pourra vraiment aider, réparer, donner des formules pour qu'on puisse vraiment souligner ce malaise, surtout que le vol est parmi les actes, je dirais, délinquants les plus fréquents chez les enfants. Donc ça nous invite réellement à nous arrêter et puis à réfléchir doucement à cet acte. C'est ça. Alors ça commence très tôt au niveau donc des écoles quand les enfants s'amusent parce que quelquefois ça peut être un jeu. Ils veulent s'amuser à apprendre les affaires des autres, du camarade, etc. Et puis ça devient après un vol. Oui. Moi, et comment l'inscrire ce vol? Ah, exactement, exactement. C'est tout à fait, c'est complètement différent du mensonge. Le mensonge, on en a beaucoup parlé. Et puis voilà le petit prince islam qui revient toujours. Et je me ressource un tout petit peu de ces enfants qui nous donnent de l'énergie. Et puis ils nous ouvrent la parenthèse pour qu'on puisse vraiment placer des mots autour de ça. Le vol, c'est complètement différent. Voilà. C'est quelque chose là où ça commence déjà très tôt avec une pulsion qui est très orale comme ça, dans la possession de l'objet. Tout m'appartient, c'est à moi, les surfaces avec tout ce qui est marchandise. Alors l'enfant, quand il découvre un peu ce palais de Ali Baba, donc pour lui, tout lui appartient. Il a, comme ils le disent des fois, c'est plus fort que moi. Il y a quelque chose comme ça qui le suscite à prendre des objets et puis voilà, il est là. C'est comme un défi, c'est de l'adrénaline, c'est bon. Quand ils sont jeunes, je pense pas. Mais quand ça devient, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pathologique, ça c'est la kleptomanie. Absolument, et là, ça devient donc plus grave. Absolument. Parce qu'il faut vraiment soigner. Ça, il faut soigner, accompagner, installer un processus thérapeutique. Mais moi, je prends le temps pour pouvoir parler de ça. Parce que ça, c'est une thématique à part. Il faut bien clarifier les choses. Mais je dirais, si je reviens un peu en arrière, moi je dirais, comment on pourra juger cet acte chez les enfants? Pourquoi ils volent? Surtout que, souvent on le dit, celui qui vole un œuf vole un bœuf. Voilà, c'est quelque chose qui peut nous effrayer quelque part ou nous inviter à se méfier un tout petit peu de ces actes. Mais voilà, je crois qu'on va mettre 2 points comme ça et on va s'arrêter juste pour voir ces comportements d'enfants. Souvent, ils sont en train de prendre ces objets probablement pour m'imiter. C'est quelque chose, parce que tu portes quelque chose de beau et moi j'ai envie de te ressembler, donc je préfère prendre ton objet pour que je puisse te ressembler. C'est une manière de s'injecter dans le groupe, c'est une manière aussi de se projeter un tout petit peu dans ce volet. Voilà, ressembler à l'autre. C'est ça. C'est s'aligner quelque part. Et quelquefois, ça dérape aussi parce que ça commence aussi sur les bancs d'école. Et donc, quand les enfants taquinent d'autres camarades et jouent au caïd pour pouvoir avoir des objets, voler des sous, voler de l'argent pour pouvoir aussi. Très bien. Encore une fois, c'est encore ça dérape un petit peu. Donc il faut surveiller. Mais voilà, tu tires un fil extrêmement fin pour moi qui est, on revient à cette formule d'harcèlement, là où les enfants quand même peuvent être victimes de harceleurs qui sont là à leur prendre
ils phagocytent un tout petit peu, ils privent un tout petit peu de leurs propres objets. Et souvent, de leur goûter. Ça aussi, c'est un vol. Donc le goûter, les stylos. Trousses, il y a beaucoup l'argent de poche aussi. Oui. Souvent, les petits enfants, quand ils ont une petite somme d'argent, voilà, ils sont là à les entourer, les envier. Absolument, absolument. Et ça devient comme un cadre extrêmement menaçant pour un enfant. Mais il y a ça. Mais souvent aussi, l'enfant, parce qu'il est harcelé, il revient à la maison pour prendre de l'argent, voler de l'argent de la maison, si on parle bien sûr du vol, de l'argent, pour justement répondre à cette demande externe. On va dire qu'il est victime doublement de l'agression de l'autre, mais aussi d'un contexte dedans. Et voilà combien que c'est important de pouvoir vraiment lire l'acte. Il faut vraiment s'arrêter pour mieux vivre, pour mieux détecter pourquoi mon enfant il réagit de la sorte, pourquoi il utilise c'est terrible ces parce comportements. Que pour les enfants, quelquefois, voler aux parents, c'est pas grave. C'est se servir carrément de l'argent donc des parents. Et là, ça peut déraper encore une fois. On a eu des cas où il y a eu donc des enfants qui volaient de l'argent et des sommes quand même importantes. Bijoux aussi aux mamans. Et ça, c'est effrayant de pouvoir donc en arriver là. Et les parents ne se rendent pas compte et ne voulaient pas croire que c'était leurs enfants, leurs propres enfants. Absolument, c'est une très belle parenthèse. Voilà que Amel m'offre aussi la possibilité de revenir sur des exemples réels, palpables. Parce que ce sont des exemples qu'on a pu entendre autour de nous. Absolument, pour la simple raison. Tellement que c'est copains, copines, entre filles et garçons, eh ben, l'enfant peut se permettre parce que ça lui appartient. Je sais que maman ne sera pas en colère parce que c'est mon argent, c'est son argent, c'est ma blouse, c'est sa blouse, je peux porter son écharpe. Voilà. Et du coup, on a comme quelque chose, une main qui glisse pour pouvoir vraiment se servir, replacer les limites. Et souvent, là, on le croise avec l'adolescence. C'est quand ça remonte un peu plus haut. C'est pour ça que c'est un peu important, il me semble, de renégocier les limites quand il s'agit d'adolescents, parce que cette manière d'être indifférent, des fois les parents banalisent un peu l'acte, ils savent qu'il a de l'argent un peu plus, mais ils ne savent pas d'où il a obtenu cet argent. Ils ne s'arrêtent pas pour demander ni pour corriger, ça peut nuire à un enfant. Ne pas banaliser, ne pas faire semblant qu'on n'a rien vu, vraiment s'arrêter et pouvoir réellement ajuster les barrières et les limites. C'est permettre à l'enfant de se recadrer dans son autorité, dans son territoire pour pouvoir réellement renégocier les actes. Il faut toujours surveiller, c'est-à-dire voir son enfant rentrer avec peut-être des bonbons, des objets, des chocolats, etc. D'où est-ce que tu as ramené l'argent pour acheter tout ça? Absolument, absolument. Il s'est peut-être servi chez la monnaie de la maman ou quoi que ce soit. Mais aussi ne pas s'affoler. Dès qu'on remarque ou on détecte un acte, ça ne sert absolument à rien de punir comme ça, la punition elle ne répare pas. Ça ne sert absolument à rien d'exploser en éclats et puis les colères et ça clash dans tous les sens. Il y a des fois où il faut vraiment s'arrêter pour pouvoir placer des mots. C'est interdit par la loi, il faut placer des mots pour le dire, il faut dire que c'est quelque chose d'inacceptable, remettre une moralité ou apporter un exemple pour pouvoir vraiment le construire avec l'enfant. Ça devient comme un repère ou ça devient comme une construction de valeurs. Et à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à placer les mots et puis à le rassurer, essayer d'expliquer, essayer de le comprendre dans sa souffrance, mais aussi comprendre un tout petit peu pourquoi il le fait. Est-ce que mon adolescent, avec cet argent, il va acheter du tabac ou du cannabis? Est-ce que souvent les mamans détectent un tout petit peu ça et puis ils sont là comme cloisonnés, cloîtrés, ils ne savent pas trop comment réagir par rapport à un acte. Et du coup, voilà, si on souligne la kleptomanie comme maladie, on va dire oui, l'addiction aussi peut être un facteur, un nouveau pal dans lequel on peut revenir dans une thématique là où on pourra clarifier mieux les choses. Est-ce que justement le fait de se servir dans peut-être la bonbonnière de la maman ou se servir dans le porte-monnaie du papa ou je ne sais plus moi, est-ce que c'est considéré comme un vol? Moi je dirais jusqu'à l'âge de 8 ans, là on peut vraiment travailler cette
cette pulsion qui vient de l'intérieur. Ça, c'est lui avec lui-même. Entre 8 et 14 ans, au seuil de l'adolescence, il y a quelque chose quand même qui s'installe et c'est intéressant de voir. Est-ce qu'ils volent pour me provoquer? Souvent, les mamans ne touchent pas au gâteau, touchent pas, ça c'est pour les invités, ça c'est pour moi, tout ça. Eh bien, je le prends parce que ça t'énerve. Et des fois, les adolescents, les enfants provoquent à fond les parents, ils secouent un tout petit peu les adultes pour leur dire, voilà, on existe. Il y a des parents aussi qui se déchirent autour de l'argent. Moi, j'ai payé, tu as acheté, moi, j'ai payé les factures, pourquoi? Cette thématique de conflit argent qui circule à la maison peut-être inviter un enfant à prendre de l'argent et à attirer l'attention. Et ça circule un tout petit peu, ou autre objet, touche pas à ma veste, touche pas aux clés, beaucoup de choses de cet ordre. Il faut lire les choses dans la totalité. C'est pour ça, pour moi, c'est important de pouvoir prendre le temps et puis de comprendre pourquoi il le fait. Mais on dira qu'il y a beaucoup d'hypothèses, d'autres hypothèses. Il y a beaucoup de petits délits comme ça, peut-être, qui paraissent innocents chez l'enfant. Oui. Mais après, à la longue, ça grandit, comme vous le disiez tout à l'heure, qui vole un œuf, vole un bœuf. Alors, ils peuvent voler les clés de voiture pour aller frimer avec ses copains, peut-être, le jeune garçon. Ou alors, quand ça commence à devenir sérieux, c'est quand ils se font peut-être attraper par la police. Oui. Et le premier vol, et là, ça inquiète vraiment les parents. Absolument. Et probablement, c'est là où ça secoue un tout petit peu notre vision, les adultes et les parents eux-mêmes. Mais un adolescent... Même pour un petit larcin. Hein. Oui, tout à fait. Mais un adolescent, il a besoin d'argent. Il a besoin. C'est un besoin qui le pousse à le faire, peut-être. Mais aussi, un adolescent peut le faire comme un sport-jeu. Voilà. C'est une manière de frôler l'interdit. C'est une manière comme ça de s'affirmer et puis de tester. Et si je le prenais, qu'est-ce qui va se passer? C'est une manière de juste tester un tout petit peu la fiabilité de la loi ou une manière d'agir et de sanctionner. Est-ce qu'ils vont réellement passer à l'acte ou voilà, je ne vais que gagner des lunettes ou je vais gagner un foulard ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, tous ces histoires avec les adolescents nous entourent. C'est important de pouvoir vraiment s'arrêter pour justement prendre et placer les mots pour pouvoir réellement donner la valeur à cet acte et donner la valeur aussi à la loi pour dire que tout dépassement de limite, il y a quand même une sanction, quelque chose qui se place. Moi, je dirais, ce qui me vient là maintenant, c'est comment réparer. Oui. Parce que comment je peux inviter celui qui a appris, mon fils, comment vraiment le pousser à apprendre un autre fonctionnement ou à apprendre réellement à réparer un acte. Et c'est à ce moment-là où il faut vraiment pousser un enfant déjà à faire face, à assumer ses actes, rendre l'objet s'il l'a pris dans une surface commerciale ou parce que souvent, vous savez, quand on dit que les marchands c'est des voleurs et ils ont ajouté des prix, c'est comme si on met des étiquettes, c'est comme si on autorise à nos enfants de voler parce que eux-mêmes volent, mais on ne sait pas trop comment dans notre verbe on joue avec les mots. Permettre à mon fils de rendre l'objet étant donné qu'il ne l'a pas payé et de le pousser à placer des mots aussi à réparer s'il l'a consommé, bien sûr avec son argent de poche, avec un travail, avec quelque chose. Il essaye de réparer. C'est cette réparation, c'est cette manière d'être ferme. Voilà. On ne joue pas avec ça. C'est cette manière d'être présent et d'être catégorique va lui permettre et va le pousser réellement à comprendre que ça fait partie de l'identité et puis c'est l'honnêteté de la personne. Là, on peut la travailler avec différents cycles de vie. Hein. Comme vous l'avez dit, où sont ses limites et surtout où est l'interdit. Absolument. Travailler l'honnêteté, c'est quelque chose aussi de très important parce que vous savez... Corriger l'éducation, on rentre bien sûr dans cela. Parce que souvent, c'est les adultes aussi qui prennent des objets et puis quelqu'un oublie quelque chose chez nous, on n'est pas là, voilà, et les enfants observent et ils apprennent aussi de nos actes. Souvent, c'est dans l'échange dans l'argent, avec les adultes, tout ça, ils comprennent qu'il y a quelque chose de mal, de conflictuel, parce qu'il y a comme un passage à l'acte ou quelque chose comme ça. De toute façon, dans l'éducation nationale, dans notre religion aussi, à l'école, on l'apprend très tôt. Oui. Donc, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas... Voilà, plein de choses. Donc, pour éduquer l'enfant, ça commence très tôt. Donc, il est conscient quand même de ses interdits, mais il sévit quand même.
Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça qu'il est probablement lire un tout petit peu dans les différents cycles de vie. Hein. Aujourd'hui, même si on a parlé de pathologique un tout petit peu entre parenthèses, mais on va dire que c'est un cycle comme ça, c'est linéaire dans la vie. Et puis commencer très tôt pour pouvoir vraiment placer des mots doucement, sans affoler, sans effrayer, sans mettre de l'angoisse. Hein. Tu sais, la police, ils vont venir, tu vas passer la nuit en prison, quelque chose comme ça, qui pourra effrayer l'enfant. Hein. Il l'a fait parce qu'il avait besoin, il l'a fait parce que, attention, on a oublié un détail très important, c'est une compensation. Souvent, les enfants prennent des objets pour compenser un manque affectif. Et souvent, l'objet, il prend une place extrêmement importante dans la relation parce qu'il sent qu'il n'est pas aimé, parce que les parents aiment de l'argent mieux que lui, parce qu'il est quelque part rejeté par rapport à sa fratrie. Il veut interpeller. Et du coup, il prend cet objet comme quelque chose qui pourra combler une joie, lui donner une satisfaction à l'intérieur, tout ça. Moi, il me semble que lire dans la totalité ces comportements, ces manières de prendre ces objets et puis de vivre ces pulsions de l'intérieur, que ça soit consciente ou inconsciente, permet à ces professionnels et surtout aux parents de pouvoir réellement dire: est-ce que là je m'arrête et je place des mots pour dire haut et fort que ce que tu as fait est un interdit, ou attention, entre parenthèses, on va essayer de l'accompagner pour qu'il puisse dépasser ses angoisses et puis comprendre qu'il est en train de faire du mal et puis de faire du mal à l'autre. Alors, un conseil aux parents? Moi, je dirais prendre le temps, mais aussi n'hésitez pas à consulter quand c'est tellement fin, parce que c'est le premier acte de délinquance et puis on ne sait pas trop comment ramasser ça, surtout que ça touche les garçons et les filles du même âge. Donc voilà, j'ai invité les gens juste à mettre des gants, réfléchir un tout petit peu et puis demander de l'aide s'il le faut. Voilà. Et demander pardon quand on fait une bêtise pareille. Quand c'est une petite bêtise, ça va. Et surtout, expliquer, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, rendre l'objet et s'excuser et voilà, avouer qu'il a fait une bêtise. Avouer qu'il n'a pas su comprendre la détresse de l'autre parce qu'il a pris son objet et puis réparer. Voilà. Merci beaucoup Aïda. Merci à vous Amel. Donc on vous dit bon week-end à vous aussi et puis à la semaine prochaine. Inch'Allah. Merci. Bien, j'espère que vous avez apprécié ce moment passé avec Aïda aujourd'hui à travers la thématique qu'elle aura choisie pour nous, la thématique du vol. En tout cas, bonne chance à vous et puis à très bientôt. On continue, on va s'intéresser aux différents salons. Cette fois-ci, le salon de la lunetterie, de l'optique et de la lunetterie, ça s'est passé cette semaine. Regardez, c'est un reportage signé Leïla Benaïch. La deuxième édition du Salon international de l'optique et de la lunetterie, un rendez-vous tant attendu par ces professionnels qui cherchent une connexion permanente aux innovations et aux tendances de l'optique. On travaille les verres, les monteurs pour enfants, femmes, là. وعندنا لي ماشين و ميم طون تما نليفري وكاونتي طويله مام الناس دوكا هذيك جات دير دي كوموند ومن بعد حنا لي كوموند ديالهم نوصلوها لهم حتى للحانوت ديالهم. Pour ces exposants nationaux et étrangers, le salon propose une large plateforme d'échange et de partage qui contribue à la promotion des métiers liés au monde de l'optique. La production nationale présente en force dans ce salon n'a rien à envier à celle d'ailleurs. Les nationaux visent même à séduire le marché international. Nous fabriquons la monture de lunettes algérienne à 100%. Et c'est une monture à base d'acétate de cellulose. L'acétate de cellulose, c'est de la cellulose végétale. C'est à base de coton, la matière première. Donc, la matière première, le matériau est un matériau hypoallergénisant pour la peau. Quand vous mettez votre monture, il n'y a pas d'allergie sur la peau. Elle n'est pas cancérigène, deuxième point, et elle est biodégradable. Donc nous avons pensé à l'environnement. Le domaine de l'optique algérien, qui connaît une progression constante, s'est enrichi des nouvelles techniques et de nouveaux métiers. Exemple, la production de nettoyants et autres produits d'entretien pour les lunettes et les lentilles de contact, réalisés dans un atelier de Saoula. C'est un produit local, algérien, c'est un nettoyant lunettes qu'on le fabrique 100% algérien et pour ça on est présent le salon optique d'Algérie. Le salon a dévoilé un élan quantitatif et qualitatif de la production nationale. Des montures, des lentilles de contact, des lunettes solaires, des représentations, des enseignes et des instruments d'optique, ainsi que des équipements de réparation. Le marché national s'avère prometteur.
depuis une année, nous y travaillons et nous avons fourni aujourd'hui 120 designs, 120 montures que vous voyez ici, différentes l'une de l'autre, coloris, taille et design. Nous payons des droits de douane très élevés pour la matière première. Nous demandons à ce que Monsieur le ministre de l'Industrie nous franchise nous aussi sur cette matière première pour qu'on puisse faire face à la concurrence de l'importation au niveau des droits de douane. En marge du salon, plusieurs conférences étaient programmées où des experts du domaine de la vision et de l'optique ont voulu faire partager leur expérience et leur savoir-faire afin que la vue et les visions soient plus claires. Voilà, un très beau voyage et musical et à travers donc le beau paysage de Ouargla qu'on a pu vous offrir ce matin. Et bien tout de suite, c'est le rendez-vous avec l'agenda culturel et l'invité de la matinale avec Lilia Ben Nasser. Bonjour Amel et très bon réveil à tous. Et bien ce matin, nous avons l'honneur d'avoir avec nous notre chef d'orchestre national, Monsieur Amine Kouider. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. Alors ce matin, nous allons parler de l'Orchestre national de l'Opéra d'Alger et parler plus précisément du spectacle que vous préparez, qui est prévu demain soir, intitulé « L'orchestre fait son cinéma ». Exactement. Mais avant de parler de ça, je voulais juste dire que la musique d'avant était très belle. Oui. Donc c'est une musique avec une flûte et une harpe qui est accompagnée donc cette image. Et c'est un tout petit peu ce qu'on va faire donc demain. Mais avant, je voudrais juste dire bonjour à mes filles Sarah et Lina. Je leur dis bonjour. Voilà, on leur salue, on leur souhaite Saha Mouloudon, vu qu'on vient de fêter le Mouloud. Et je parlais de cette image parce que des fois, l'image a besoin d'un support. Donc bien entendu sonore, à travers des films, des documentaires. Donc c'est cette idée-là que nous allons concrétiser donc demain à l'Opéra d'Alger. L'orchestre fait son cinéma, c'est quoi? Donc c'est l'orchestre qui est sur scène, mais un tout petit peu dans une fosse d'orchestre. Donc à moitié, on va le voir à moitié. Et il y aura un grand écran, donc à l'Opéra d'Alger, vraiment un grand écran. Et il va y avoir la projection de films, d'extraits de films, de beaucoup de films algériens et étrangers. Et l'orchestre va
accompagner donc ces films avec la musique. Avec la musique. Donc il y a déjà eu une première édition, mais il y a beaucoup de particularités qui font que cette deuxième édition sera différente. Parlez-nous justement des différences. Oui. La première chose, donc déjà le public, on a fait ça il y a pratiquement une année. Exactement. Et donc il y a eu beaucoup de gens qui étaient contents par rapport à cette association d'orchestre avec le cinéma. Donc il nous a été demandé de refaire les choses. Donc on a voulu garder exactement la même structure parce que premièrement elle était bien équilibrée, mais cette fois-ci donc nous avons invité, donc l'Opéra d'Alger a invité et moi-même avec grand plaisir Amir Nebbesh, qui lui aussi va faire son cinéma avec nous, puisque donc il est spécialiste dans le cinéma. Et l'idée c'était de présenter un tout petit peu, de parler, de donner des informations, de donner donc un autre éclairage, donc pour rester donc dans ces termes techniques et de cinéma, sur donc les films, sur aussi la musique de film, mais aussi qu'est-ce que vraiment une musique de film, elle sert à quoi, etc. Donc il va y avoir quelques petits échanges avec le chef d'orchestre et bien entendu avec l'orchestre présent, bien entendu les extraits et bien sûr le public que j'espère sera nombreux demain. Donc c'est à 19h à l'Opéra d'Alger, Inch'Allah, vendredi. Donc des informations concernant les films, les musiques de films vont être justement données au présent en plus des morceaux que vous allez interpréter. Mais tout ça scénarisé, c'est-à-dire dans le cadre d'un concert. Ce n'est pas du tout donc un débat, pas du tout. C'est juste un concert, mais un concert animé, ce qu'on appelle un concert spectacle. Mais le spectacle, c'est le cinéma qui est présent avec son volet sonore et avec son volet bien entendu visuel, mais aussi avec son volet culturel et d'information. Et quels sont les films que vous allez présenter? Il va y avoir en fait on a voulu faire 3 types de films. Donc bien entendu les films algériens, des films arabes et des films occidentaux. Donc parmi les films algériens, il y a La bataille d'Alger, les grands classiques, El Hariq, Omar Gatlatou, Les vacances de l'inspecteur Tahir et d'autres. Donc il y a d'autres films. Pour les films arabes, El Risala, qui est vraiment un film formidable et surtout une musique vraiment exceptionnelle, donc qui est elle-même très belle toute seule et en plus de ça qui rajoute beaucoup de choses à l'image. Et ça aussi c'est intéressant de voir des types de musique, vraiment des types de musique différents et qui sont complémentaires avec l'image. Et bien entendu on va faire la fête Haggan aussi, donc ça c'est par rapport à la partie arabe. La partie occidentale, on va avoir des films très connus comme Mission, comme Mission Impossible, pardon, Gladiator, Pirates des Caraïbes et d'autres. Donc voyez-vous, donc ça c'est un voyage à travers donc un tout petit peu le répertoire national algérien, arabe et occidental. Très bien. Donc un beau concert attend les mélomanes, les fervents de... Donc vraiment venez demain à 19h à l'Opéra d'Alger, Inch'Allah. Donc les tickets sont en vente au niveau de l'Opéra aujourd'hui, ou même sur place juste avant le spectacle, à 800 dinars, des prix abordables. Exactement. Et surtout ce que je voulais dire aussi, c'est que ces musiques ne sont pas forcément des musiques faciles à jouer. Il faut vraiment le remarquer. Et c'est aujourd'hui l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger, avec tout le travail qui existe depuis une quinzaine d'années, aujourd'hui a vraiment un très bon niveau qui lui permet donc de s'aventurer avec, je veux dire, avec beaucoup de classe, avec brio dans ces répertoires qui ne sont pas faciles. Il y a des musiques qui sont techniquement très difficiles, mais c'est aussi un challenge pour nous de pouvoir aussi restituer des partitions aussi belles et aussi difficiles techniquement. Et ça, donc, je salue aussi tout le travail de tous les musiciens de l'orchestre qui depuis des années, donc depuis 15 ans maintenant, presque plus, qui a tout ce travail qui est fait, et c'est plus précisément depuis ces deux dernières années où on est en résidence donc à l'Opéra d'Alger. D'accord, donc ça travaille beaucoup, j'imagine. Oui. Et justement, ce matin, est-ce que vous pouvez nous parler des temps forts de l'orchestre depuis cette rentrée sociale? Oui, donc on a fait le concert d'ouverture, donc c'était un concert très particulier parce qu'on a reçu le directeur général de l'Opéra de la Scala de Milan. La Scala de Milan, c'est un opéra qui fait partie des 10 meilleurs, sinon les 5 meilleurs vraiment opéras au monde. Donc dans le cadre des relations entre l'Algérie et l'Italie, donc nous avons reçu donc le directeur général de cet opéra et on est en train d'étudier la faisabilité donc de faire un partenariat, mais surtout aussi d'apprendre d'eux avec leur expérience, très grande expérience, non seulement musicale, puisque l'opéra a été créé
en Italie, au XVIe siècle. Donc ils ont une très grande tradition musicale, lyrique, bien entendu vocale, mais aussi technique, en termes de technicité, parce que bien entendu l'opéra demande énormément de moyens techniques et de savoir technique. Donc nous avons fait un concert de musique arabo-andalouse et en deuxième partie nous avons fait la 5e symphonie de Beethoven, qui est bien entendu l'une des plus belles symphonies de Beethoven. Au mois d'octobre, donc il y a eu un double événement. Donc premièrement, donc on a eu l'honneur de faire l'ouverture du Festival international de musique, organisé par le festival, sous la direction de M. Abdelkader Bouazara, qui est le commissaire général, qui était un festival formidable, une réussite totale. Il y a eu énormément de monde, donc ça veut dire que vraiment le public algérien connaît maintenant vraiment la musique classique, il aime la musique classique. Depuis vraiment 15 ans, depuis que tout ce travail est en train d'être fait par rapport à la présentation de la musique universelle en Algérie. Donc on a fait l'ouverture et le pays d'honneur était la Russie, donc nous avons accueilli 10 musiciens russes et nous avons fait des extraits d'opéra russe en présence d'une très grande soprano. Et on a fait aussi la 7e symphonie de Beethoven aussi, donc on s'est resté un tout petit peu sur Beethoven. Et à la fin du mois d'octobre, un grand événement. Donc nous avons fêté les relations algéro-chinoises. Donc en présence d'un grand orchestre de Shenzhen, pratiquement 60 musiciens chinois et 60 musiciens algériens. Nous avons constitué un orchestre de 120 musiciens. Nous avons donné un concert le 20 octobre dernier, 20 octobre, parce que c'est le 2e anniversaire de l'ouverture et de l'inauguration de l'opéra. Et en même temps, le 60e anniversaire des relations entre les deux pays, 60 musiciens algériens, 60 musiciens chinois. Et c'était vraiment une réussite très forte. On a fait de la musique, bien entendu, chinoise, de la musique algérienne, et de la musique classique. Et ça, avec les deux orchestres réunis. Donc ça, c'était vraiment des moments très forts et ça nous demande beaucoup de travail. Et l'orchestre continue à travailler. Donc c'est très important pour que l'orchestre puisse avoir l'opportunité, la possibilité de continuer à travailler régulièrement. La réussite d'un orchestre dépend de plusieurs éléments. Un des éléments est vraiment la régularité dans le travail. C'est comme une équipe de sport. Il faut qu'ils s'entraînent, il faut qu'ils fassent des concerts régulièrement. Et plus on fait, mieux c'est. Donc ça, et en plus de ça, on est très heureux de recevoir tout ce public. Donc demain, vraiment, on attend le cher public. On rappelle le rendez-vous de demain. L'orchestre fait son cinéma à partir de 19h à l'Opéra Boualem Bissayeh. Donc les grands films avec de la musique accompagnée de leur musique, avec l'Orchestre Symphonique National et aussi des petites présentations avec notre collègue Amir Nebesh. Voilà. Très bien. Merci à vous, Amine Kuder. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, le rendez-vous est pris demain, 19h, à l'Opéra d'Alger. Je vous invite à rester avec nous. Le temps pour moi d'annoncer les rendez-vous culturels à ne pas rater ce week-end. Exposition au niveau de l'espace d'art contemporain de la Chaude jusqu'au 1er décembre. Vous pouvez retrouver l'exposition intitulée Alter Ego de l'artiste plasticien Ersqi Larbi. Et puis, du côté du Musée national des Beaux-Arts d'Alger, jusqu'au 10 janvier, c'est l'exposition intitulée Fares Bouhatem ou l'art d'un insoumis, une rétrospective des œuvres du plasticien Fares Bouhatem, un des pionniers de la peinture algérienne. Un rendez-vous littéraire à ne pas rater samedi 24 du côté de la librairie du Tiers-Monde. Il s'agit de Meriem Guémache qui vous donne rendez-vous pour la signature de son ouvrage intitulé La Demoiselle du métro, paru aux éditions Casbah. Du côté de Tizi Ouzou, un café littéraire dédié à deux grands noms de la musique, de la chanson qui nous ont malheureusement quittés. Jamal Allem et Samil Jazairi est au programme. Les interlocuteurs reviendront sur leur parcours à travers deux beaux livres qui leur ont été consacrés. Un rendez-vous à ne pas rater du côté de la ville de Tizi Ouzou. Et enfin, nous allons finir avec les rendez-vous musicaux. Ce soir, à 19h, un concert de musique andalouse avec Brahim Hadj Qassem et Lila Boursali. À la salle Ibn Khaldoun, le groupe Freak Lane vous donne rendez-vous à partir de 16h demain. Et enfin, du côté de la basilique de Notre-Dame, un concert du groupe Porte-Beau organisé en collaboration avec l'Institut Cervantes et programmé. Et pour finir, au niveau de l'Opéra d'Alger, demain, à partir de 19h, un grand spectacle vous attend. L'orchestre fait son cinéma, un spectacle à ne pas rater à partir de 19h du côté de l'Opéra d'Alger. Voilà, Amel.
Merci beaucoup Lilia, merci à vous Amine Kouider. En tout cas, ça nous donne envie d'aller demain voir ce beau spectacle au niveau donc, de l'Opéra d'Alger. Ça nous donne envie de voyager encore une fois à travers les films et surtout le cinéma. Eh bien, après la musique classique et universelle, on vous invite tout de suite à apprécier ces rythmes. La musique savante à présent et la musique housey andalouse. Bien entendu, on se retrouve juste après. Alors, on vous laisse écouter Lila Borsali. محبوبي تاج الباهي زينك فايق عن كل زين
Voilà, de retour sur le plateau. Elle était sur scène. On la retrouve dans le studio avec nous, comme chaque fois. On a le plaisir de la retrouver. Lila Borsali, bonjour. Bonjour, Bienvenue Amel, parmi et nous. bonjour à tous. Merci à vous pour l'invitation. Je ne suis pas venue toute seule. Oui, pas toute seule. On a le plaisir de recevoir aussi Brahim Hadj Qassem, qu'on adore aussi, qu'on aime beaucoup à travers ses spectacles aussi. J'ai eu le plaisir de le suivre et de l'apprécier lors d'un concert. Marhaba bik. Allah yasselmik, merci beaucoup. Merci Comment pour ça va? l'invitation. Très bien, merci. Tant qu'on est en Algérie, ça se passe très bien. Voilà. Vous qui vivez aussi à l'étranger, Oui. vous avez toujours, vous venez toujours quand il y a donc des invitations, des festivals aussi de Sinon, musique on essaie andalouse. de créer les invitations C'est clair. pour revenir au bled. C'est clair, c'est clair. Et donc vous représentez aussi l'école andalouse de Tlemcen. Oui, mais bon, quand on parle d'école andalouse de Tlemcen, maintenant, il n'y a pas vraiment des barrière, spécificités. Voilà, donc un Tlemcenien peut chanter l'algérois, peut chanter déjà dans le programme. On a prévu quelque chose cantonsinoise, algéroise, universelle, et puis voilà. Bien sûr. Il y Et a avec pas de Lila Borsali, ça travaille toujours. Toujours. Il y a toujours la création, donc les spectacles. Si on devait suivre votre actualité, Lila, c'est très, très riche cette année. Ça a bien débuté? Oui, ça avait débuté avec la Nouba symphonique à la rentrée. Enfin, je ne parle pas non plus, je parle pas de toute l'année 2018, parce que ça a été riche avec la sortie de l'album, avec le spectacle. On essaye à chaque fois de ramener quelque chose de nouveau et donc c'est beaucoup de travail. Comme là, par exemple, avec Brahim, on va présenter donc un concert spécial pour Maoulid Nabawi Sharif, qu'on a appelé Mouloudiyat. Que c'était l'idée d'ailleurs de Brahim. Et donc voilà, donc à chaque fois on essaye de ramener quelque chose de nouveau pour que le public ne se lasse pas. Voilà, ne se lasse pas. Voilà. Toujours une thématique, toujours faire de la recherche autour des voyages. Il y a eu Errance, il y a eu plein de spectacles que vous accompagnez, donc à travers desquels vous rendez hommage à la musique andalouse. Oui, tout à fait. Et puis il me semble qu'aujourd'hui le public a besoin d'être guidé. Le public a besoin de venir déjà dans un univers et ne pas venir juste comme ça voir un concert de musique andalouse. Je pense qu'aujourd'hui c'est un peu L'idée, ça emmène les artistes à travailler, voilà, à ramener quelque chose de nouveau aussi. Il Bien faut sûr. qu'il y ait une thématique. La création et une et thématique surtout- qui est très importante. Bien On entendu. vient pour voir telle chose et dans tel contexte. Voilà, tout à fait. Alors, vous nous avez habitués aussi à faire des spectacles, toujours des costumes, bouger, donner une âme carrément à un spectacle. En tout cas, pour moi, un concert est vraiment un spectacle. Il y a tout à voir. Il y a d'abord, bien évidemment, la musique elle-même. Il faut qu'il y ait un programme, comme vous l'avez dit, varié, riche. Et puis, comme l'a dit Brahim, il faut une thématique. Mais il y a aussi tous les à côté. Il y a l'orchestre, la manière déjà de poser un orchestre, la complicité, la tenue traditionnelle. Et puis les regards entre les musiciens. Il y a aussi moi ou Brahim, c'est-à-dire que même l'artiste est un peu comédien aussi sur scène. Ça, il faut le dire. C'est aussi un petit peu un jeu, un jeu de rôle. Voilà, tout à fait. Et donc le public, pourquoi? Parce que le public a besoin de rêver aussi. Il a besoin d'imaginer, il a besoin de se créer des images et on doit l'aider. C'est le tout qui fait qu'on l'aide à se créer des images pendant ce moment, ce laps de temps où il vient pour s'évader. Se projeter carrément dans l'histoire. C'est ce qui fait la différence entre le fait d'assister à un spectacle et d'entendre un CD. Exactement. Et vous venez toujours avec la tenue traditionnelle, bien sûr, en parce que général. Généralement, quand je suis invité, soit pour le mois de Ramadan, soit pour l'Aïd, soit pour le Mouloud. Donc, j'ai pas le choix. Mais c'est vrai que Brahim, il a très souvent été mis dans la case du Madih Dini, bien qu'il est excellent dans tous les styles. Les modes et les styles. Mais c'est vrai qu'on l'a catalogué presque. Il excelle dans tous les styles, donc c'est difficile de le mettre dans un seul seul registre. Mais c'est vrai qu'on l'a souvent. Sincèrement, c'est ça, là. Depuis quand j'ai commencé ma carrière professionnelle en 92-93, chaque fois qu'on m'invite à une émission de télé, c'était l'Aïd Sghir, l'Aïd Kbir, Ramadan. Donc, voilà. Mais ça ne vous gêne pas de toute façon. Oui, on a avec du beaucoup moment de plaisir, que vous excellez dans votre bien domaine. sûr, mais quand on est invité l'Aïd Sghir, on ne va pas chanter Haouzi, on ne va pas chanter. Voilà, c'est ça. Donc je suis resté dans mais bon, en dehors pour les concerts tout. Oui, puisque vous représentez très bien aussi notre communauté à l'étranger. Justement, vous organisez des concerts. Oui, bon, on vous invite. Oui, bon. Généralement, de toute façon, la communauté, on ne parle pas de communauté algérienne, c'est plus maghrébine. Voilà, tout à fait. C'est plus ça. Il y a aussi les associations musicales de musique andalouse. Heureusement, il y en a 2 ou 3 associations dans la région parisienne. Oui, vous enseignez?
Enseignant, donc je n'enseigne plus la musique, mais je suis enseignant de mathématiques. Ah, ça se voit. Hein. Ça se voit. Mais de toute façon, les matheux ont toujours été très rigoureux dans leur façon de gérer leur carrière professionnelle. Donc j'imagine que le travail de professeur de mathématiques, ça va tranquille, et la musique pareil. C'est sûr. Vous êtes un vrai mélomane, vous venez d'une famille de mélomanes aussi? De toute façon, toutes les familles à Tlemcen ou dans les grandes villes comme Alger, Constantine, donc c'est des gens qui ont vécu dans une cellule familiale. Dans un univers. On écoute tout le temps la musique andalouse, que ce soit par les parents, par les grands-parents, par les oncles et tout. Mais après, ça dépend. Est-ce qu'on est amateur, on est professionnel? Parce qu'on a tous débuté avec les associations andalouses. Hein. Oui. Après, bon, ceux qui font une carrière professionnelle, moi j'ai deux frères aînés, un qui est commissaire de police, l'autre qui est directeur de banque. Et c'est des très bons musiciens. Oui. Tout comme vous. Voilà, alors que moi, je suis resté dans la musique, parce que vous avez voulu épouser les deux carrières. Vouloir, mais après, est-ce qu'on peut le faire? Voilà, il faut tenir, parce que c'est beaucoup de rigueur, il y a donc le travail, l'amélioration. Il faut avoir des idées, concrétiser les idées. C'est très difficile de concrétiser des idées. Et pouvoir suivre, n'est-ce pas, Lila? Oui, pouvoir suivre les déplacements, quand il y a des déplacements, les concerts, parce que vous faisiez partie d'associations musicales, vous étiez dans des... Exactement. Seul, tu peux rien faire. Seul, on ne peut pas avancer. Voilà. Et puis c'est un peu comme des paris, c'est-à-dire qu'un artiste ne sait pas, c'est pas comme quelqu'un qui a un poste fixe et qui a un salaire à la fin du mois. Être un artiste, c'est parier un petit peu sur l'avenir. Tout dépend des idées. Hein. Voilà. Si on a des idées, on arrive à les concrétiser. Bon, des idées intéressantes, bien sûr. Mais il y a des artistes qui n'ont pas d'idées, donc ils tournent en rond et après on se lasse et on passe à autre chose. C'est pas facile parce que... C'est pas facile. Chaque personne a sa propre carrière à gérer. En général, vous le faites très bien. Les solistes de cette discipline musique andalouse le font très bien. La majorité donc, de ces artistes ont des postes d'emploi et qu'ils gèrent parfaitement bien une carrière professionnelle, une carrière aussi musicale. Pas tous. Ça dépend. Par exemple, pour Brahim, je pense que ça doit être aussi très compliqué. Mais c'était un choix, hein, parce que moi, je ne faisais que de la musique. Oui. Musique, quand je parle musique, c'était mariage. Oui. Donc je suis diplômé certes, mais en 93, j'ai commencé le mariage jusqu'à 2004-2005. Mais après, j'ai fait un choix de faire autre chose. Voilà. Je me suis dit, bon, à un moment donné, voilà, il faut arrêter. Santé. En plus, on voit ce qui s'est passé avec les anciens maîtres, il y a des cas jusqu'à présent. Oui. Donc ils chantent, et à un moment donné, s'ils tombent malades, aucune prise en charge. Il n'y a aucune ressource. Oui. Donc on se pose des questions. Et sincèrement, par exemple, à l'époque, les mariages, il n'y avait pas de salle de fête et tout. Voilà. Donc ça travaillait très bien le mois de juin, juillet, août, septembre, ça commençait un petit peu. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça. Donc pour éviter ce stress tout le temps, ça va marcher le mois. C'est la même chose pour un professionnel. On termine un projet, est-ce qu'il y a d'autres projets après? Est-ce qu'on arrive à faire? Si on arrive à le faire, est-ce que ça sera le mois prochain, le mois d'après? Après, voilà, ça ne dépend pas de nous. La salle, qui est-ce qui va prendre en charge? Les musiciens, les sponsors, c'est tout un travail. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, il faut qu'on se crée nos événements. C'est ce qui s'est passé pour Brahim et moi. D'ailleurs, c'est un événement qui a été imaginé complètement par nous. Par contre, organisé par l'Office Riyad al-Fath avec le soutien de l'ONDA, ça il faut le dire, parce qu'il y a aussi des gens qui nous soutiennent. Donc il faut le dire et le redire. Mais c'est une façon de rendre hommage à l'artiste aussi. Hein. Oui, bien sûr, mais ça reste quand même l'initiative de l'artiste. Et ça, il faut que, voilà, c'est beaucoup de travail. C'est simple. Pour vous donner un exemple, moi j'ai l'habitude d'organiser la soirée du Mawlid Nabawi Sharif chaque année à Tlemcen. Donc, comme d'habitude, il y a 2 mois, j'appelle le Palais de la Culture de Tlemcen. Ok, ça marche, mais il y a un problème de financement. Ils n'ont pas beaucoup de budget. Donc là, il faut trouver les solutions. Et après, j'ai eu l'idée, c'est ça. Donc on a un projet, mais pour pouvoir développer le projet, il faut avoir affaire à de bonnes personnes qui peuvent un petit peu développer et évoluer votre projet. J'appelle Leila Kébir. Oui, ça l'intéresse. Pourquoi ne pas faire quelque chose à Alger? Mais comment le faire? Et là, ça commence un petit peu... Ça évolue. À prendre forme. Mais c'est avec beaucoup d'engagement de la part des artistes. D'engagement, et c'est important aussi de le dire, de sincérité dans le travail. C'est-à-dire qu'il y a une confiance... Une conviction. Voilà, c'est ça. Et une qualité dans le travail aussi. Parce que bon, vous faites de la recherche, vous aussi. Vous cherchez vos pièces musicales, si on peut les appeler comme ça, ou les choix du répertoire que vous allez interpréter.
On peut laisser le côté programme, on va le laisser en dernier. Pourquoi? Parce que moi, je connais les compétences de Lila, je connais mes compétences. On sait très bien ça, que... c'est une confiance qui s'installe. Une confiance, moi, je sais très bien, si je fais appel à Lila pour qu'elle fasse quelque chose avec moi, c'est pour avoir quelque chose de mieux. Oui. Tout seul, je peux faire quelque chose, mais avec Lila, je peux faire mieux. L'idée, c'est ça. Mais tout ça, pour le concrétiser, c'est pas le programme, hein, je vous le dis. Si Leila Kébine n'est pas partie plusieurs fois à Landa, moi, j'ai pas appelé plusieurs fois parler de la culture, après, il faut voir le rêve, après. C'est un travail. Beaucoup de travail. À la fin, quand il reste une semaine, allez, on parle du programme. C'est dur quand même, parce que c'est vraiment un défi. Après que vous vous lancez, vous, artistes, vous n'avez pas le droit à l'erreur, parce que vous avez une carrière. Jusqu'à la dernière minute, on n'est pas sûr, est-ce que... Voilà. Ça va donner. Exactement, oui. Vous avez tous deux une carrière, aussi en fait, une identité, hein, chacun de vous, et vous voulez aussi avoir le regard aussi du public qui soit impeccable. L'idée, c'est d'avoir le public de Lila, mon public, et pourquoi pas un autre public qui va découvrir cette musique, voilà, à travers que ce soit à Tlemcen, à Oran ou à Alger, c'est ça l'idée. Mais vous avez bien dit chacun son style. Et en fait, le plus important, je pense, dans un duo, c'est que chacun, justement, garde son identité sans essayer de marier les deux styles. Et ça aussi, je parlais tout à l'heure de confiance et je parlais de sincérité. S'il n'y a pas de confiance et de sincérité, il y aura toujours quelqu'un qui va tirer de son côté. Je pense qu'il y a aussi ce côté de respect. Chacun respecte l'autre et ça, c'est important aussi dans un duo. C'est ça. On a eu des expériences aujourd'hui, de plus en plus de solistes font des spectacles. On a eu donc Manal Gharbi avec d'autres artistes. Il y a eu Madini aussi qui se sont donc produits et encore une fois pour enrichir l'univers musical aussi andalou. Vous savez, moi je dis toujours qu'on a tous une petite vague et la multitude de petites vagues font que ça fait la grosse vague et la grosse vague c'est la musique andalouse. Donc il faut qu'il y ait une multitude de petites vagues. C'est ça. Et c'est ça qui va faire que la musique andalouse va avoir sa place, vraiment prendre sa place et disons qu'elle soit transmise au public, qu'elle soit partagée avec le public. Je pense que les artistes, il ne faut pas que chaque artiste tire la couverture de son côté. C'est ça. Il faut travailler ensemble. Travailler ensemble et occuper le terrain. Voilà, occuper le terrain. De toute façon, Lila a toujours été donc ouverte à tout ce genre donc de partage sur scène. Vous avez toujours créé l'envie de partager avec des artistes. C'est très très important justement de montrer au public qu'il y a cette ouverture d'esprit, qu'il y a cet amour de l'art, cet amour de vouloir faire les choses ensemble, parce que quand chacun fait son truc de son côté, ça ne marche pas en général, ça marche un petit moment et puis ça s'arrête. Mais chacun nourrit l'autre en fait, on se nourrit tous. Il y a un seul message à faire parvenir au public, donc si on a tous le même objectif, il faut qu'on travaille ensemble. Tout à fait, on vous a vu à travers des duos, des duos universels aussi, avec par exemple dans Ahlil, il y a eu plein de avec Karim Anaït, d'autres aussi. Souhail Serguini de l'espagnol, c'est-à-dire que j'essaie, à chaque fois que j'ai l'occasion de pouvoir concrétiser quelque chose, je n'hésite pas. Comme avec Brahim, je n'ai pas hésité une seconde. Alors, c'est la première fois que vous serez sur scène ensemble? C'est la première fois, même si on se connaît depuis très longtemps. Bien sûr. Et alors? Voilà, donc l'occasion s'est présentée maintenant, on l'a saisie et puis voilà. Exactement. On se pose toujours la question qui va commencer, qui va chanter au départ, on va commencer ensemble. Vous allez donc poser votre voix tous les deux ensemble? Oh oui, on aura des programmes ensemble, d'autres programmes seuls, donc juste pour garder l'identité, le cachet de chacun. D'accord. Donc on va essayer disons de faire balader les gens d'un univers à un autre et de temps en temps on va mixer les deux et j'espère que le public ressentira tout le plaisir qu'on aura nous à le faire. C'est ça, l'idée c'est pas que chacun fasse son numéro, voilà, non, il s'en va. Rester ensemble sur scène pendant les 2 heures. Donc le public aura donc deux grands choix donc ce soir, deux belles voix surtout et surtout avoir l'occasion de vous voir ensemble tous les deux. Donc c'est un gros spectacle. C'est une première, Alors ça sera encore une fois à l'occasion du Maoulid. Alors il va y avoir le Madeh? Oui, que du Madeh. Que du Madeh. Donc, on va rester obligatoirement en tenue traditionnelle. Oui. Alors, moi, ça n'a pas toujours été ma spécialité, le Madeh dîner. Oui. Je vais compter sur Brahim pour me
me soutenir dans ce concert parce que vraiment c'est un défi aussi pour moi. J'ai pas l'habitude de faire autant de elle le dit par modestie parce qu'elle a préparé son programme. Oui, bien évidemment. Donc tout est bien préparé, donc je suis pas là pour... On sait bien, on l'a vu, nos caméras se sont déplacées, on l'a vu dans les répétitions quelques fois. Oui. Donc pour d'autres spectacles, je dis bien pas pour celui-ci, avec toujours autant de rigueur mais de sympathie, avec tout l'orchestre, avec bien sûr vos camarades de jeu. C'est aussi toujours les mêmes. Une belle famille. C'est important d'avoir une ambiance de travail qui est apaisée parce que sinon, voilà, il faut que ça soit un plaisir pour l'artiste, pour les musiciens, pour le public, pour tout le monde. Oui, c'est important pour le rendu en fait quand on a aussi un orchestre. En tout cas, moi, je suis très fidèle à mon orchestre et mes musiciens sont vraiment comme mes frères, quoi. C'est ma famille. Très bons musiciens aussi. Oui, de très bons musiciens. Pas que dans l'exécution, mais aussi c'est des musiciens de bonne famille, gentils, bien éduqués, c'est important. Vous complétez et bien sûr vous reconnaissez à la moindre petite peut-être taciture ou quoi que ce soit de la voix ou du regard, vous complétez et vous comprenez. On se comprend très vite. Bon, il y a Leïla aussi qui chapeaute tout ça. Moi, c'est mon repère dans l'orchestre, c'est Leïla. Leïla, on la salue d'ailleurs, qui fait un énorme travail, qui n'est pas là parmi nous ce matin. Pour cette tournée, elle a fait beaucoup. Elle travaille depuis 2 mois. J'imagine. Alors, parlez-nous aussi de votre programme. C'est un album aussi? Alors, pour le programme ce soir Non, on parlait de votre actualité. Actualité, justement, je parlais avec Lila tout à l'heure. J'ai un album qui est prêt. J'ai enregistré une Louba Rérib il y a quelques temps. Justement, c'est un problème d'édition. On est en train de voir vers qui se pencher pour essayer. Donc, le but maintenant, c'est parvenir cet album au niveau national et le diffuser, voilà, pour qu'il soit écouté par tous les Très bien. Eh bien, lors de sa sortie, il faudra revenir? Alors, oui, avec plaisir, justement. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Lila, c'est qu'actuellement, il y a un problème d'édition. Oui, donc, comme à chaque fois, de toute façon. Alors, donc, moi, quand j'ai commencé ma carrière, il y avait quand même, on avait des possibilités un peu partout dans toutes les villes. Là, je pense que ça devient de moins en moins. Avec le téléchargement aussi, on voit bien que même les magasins de diffusion de CD ferment les uns après les autres. Donc, maintenant, il y a un autre moyen, c'est-à-dire un autre moyen de diffusion. Le CD, ça reste toujours. Aujourd'hui, c'est lourd. C'est lourd, c'est coûteux. Voilà. Et pourtant, Landa avait mené des opérations extraordinaires pour détruire les CD, télécharger, contrefaits, etc. Mais c'est le temps. Enfin, c'est comme ça. Voilà, c'est aujourd'hui. La technologie, voilà, on peut pas. On est victime de le revers de la médaille de la technologie. Exactement. Mais en tout cas, il faut trouver d'autres solutions. Il faut s'adapter. Voilà. C'est ce que vous faites. Vous essayez toujours de rester dans la créativité et surtout donner envie aux spectacles, aux mélomanes de venir voir vos spectacles et apprécier de la bonne musique. Alors, donnez-nous l'occasion de venir ce soir à Ibn Zaydoun. Faites-le, chacun à sa façon. On va commencer par vous, Lila. Non, on va le faire ensemble. Allez-y, puisque vous serez ce soir ensemble. Pas trop, hein, vrai. سهلة الله 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 ما لنا مولا سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا Le matin, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Moi, je ne vous avais pas demandé tant, je vous avais demandé d'annoncer votre spectacle aux téléspectateurs, mais j'ai eu un beau cadeau. J'ai eu un beau cadeau et le téléspectateur alors, aussi. Rendez-vous ce soir à 19h. On commencera peut-être un peu plus tard que 19h, le temps que les gens arrivent, mais je préfère dire 19h. À la salle Ibn Zaydoun, organisation de l'Office Riel Fath avec le soutien de Londa. Marhaba bikoum. Et on saisit l'occasion aussi pour annoncer les autres dates. Oui, les autres dates. Donc on sera le vendredi au théâtre régional d'Oran à partir de
De 17h. C'est eux qui organisent, donc je sais pas. Et le Tlemcen le samedi, donc à 18h, au Palais de la 18h. Culture Tlemcen à Imam. Voilà. Très bien. Tout est dit, donc ne ratez pas déjà ce spectacle ce soir à Ibn Zaydoun à partir de 19h, comme l'a dit Lila Borsali. Le lendemain, ça sera à Oran et le surlendemain, c'est-à-dire samedi, ça sera donc à Tlemcen. Ne ratez pas, bien sûr, ces rendez-vous. Et puis vous avez la page Facebook donc de Lila, Oui, donc tout ma est page, expliqué. la page de Brahim aussi. Tout a été fait, la diffusion et tout. Toutes les informations. Parfait. On vous dit bon spectacle. Merci beaucoup. Et j'espère que vous avoir parmi le public ce soir. Inch'Allah. Merci beaucoup. En tout cas, on a passé un bon moment avec vous dans notre émission. Vous êtes toujours le bienvenu, marhaba bik à chaque fois. Merci. Et j'espère retour pour l'album. Avec plaisir. Inch'Allah. Lila, bon courage pour ce soir. Merci beaucoup, Amel, et à très bientôt. Et à très bientôt. Voilà, on continue. Cette fois-ci, on va aller vous emmener dans le domaine donc, de l'ornithologie. Allez découvrir un très beau reportage signé Rahmi Abdelaziz qui nous fait découvrir un oiseau endémique à l'Algérie, la citelle kabyle. On se retrouve juste après. La citelle kabyle maintient des populations sur 4 sites connus en Algérie. La forêt de Djbel Babor, où elle fut observée pour la première fois. La citelle habite le massif de Gerrouch. 2 autres petites populations existent aussi dans les forêts de Tementout et Temzguida, adjacentes au parc national de Taza. Ces 4 sites sont situés à moins de 30 km l'un de l'autre. Endémique, la citelle kabyle ou Sita ledanti est un oiseau forestier qui vit dans les forêts de chênes, Zen, Afares et Liège, de Jbel Gerrouch, du Babor et de Tementout. La citelle est un oiseau endémique à l'Algérie. Les gestionnaires du parc de Taza ont constaté l'accroissement de sa population. Les nids aménagés dans les cavités naturelles des arbres sont habituellement situés à des hauteurs de 3 à 15 mètres dans les cèdres, sapins morts et aussi dans les fentes des chênes. Cet oiseau, qui ne possède plus qu'une aire de répartition limitée et fragmentée, des exigences écologiques très spécifiques et une population globale réduite, est considéré comme en danger d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Les risques d'incendie, le déboisement illégal et le surpâturage affectent l'habitat de la citelle. Il s'agit aussi des facteurs susceptibles de rendre difficile la régénération en appauvrissant les sous-bois. De retour sur le plateau, tout de suite après ce beau voyage à travers nos espèces endémiques, eh bien on va s'intéresser au cinéma et surtout le rendez-vous de ce soir sur Canal Algérie, l'émission ciné-thématique présentée chaque jeudi soir par Amir Nebej. Aujourd'hui, il va nous présenter un très beau film documentaire. Il est là pour nous en parler. Bonjour Amir. Bonjour Amel. Comment ça va? Ouais, ça va, merci. Très bien. Merci. Un programme très riche entre ce soir et demain. Oui, cette semaine, on veut marquer la célébration de la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, normalement, ça devrait évoquer en nous plusieurs choses, notamment voilà, les grandes valeurs de l'humanité. De l'islam, de l'humanité. Oui, la religion, l'islam, une religion de paix, d'amour, de fraternité, de tolérance, mais aussi et surtout une religion du savoir, de la connaissance et des sciences. Exactement. Le choix a été porté sur 2 documentaires dans le ciné thématique qu'on cherchait depuis très très longtemps en fait, qui ont été réalisés dans le cadre de Tlemcen, capitale de la culture islamique. Il s'agit d'abord d'un premier documentaire qui est un docu-fiction, intitulé Destin d'un berger, Maser Ra'in. C'est le parcours, la vie, l'histoire de Ibn Medyen Shu'aib al-Ghouth, c'est-à-dire Sidi Boumediene, le saint patron de la ville de Tlemcen, ce soufi, hein, cet homme de religion, mais qui est également poète, et c'est quelqu'un qui a énormément voyagé. Et c'est quelqu'un qui a été aussi dans la transmission orale. Il n'a pas vraiment beaucoup écrit, c'est vrai, mais c'est quelqu'un qui a parcouru le monde et qui, à travers sa tariqa,
qui a après été diffusé en 37 branches dans le monde. Et quand vous allez faire des recherches sur Sidi Boumediene, vous allez le voir à Boston, dans les pays d'Afrique, en Europe, en Asie. Donc voilà, c'est pour vous dire que... C'est une grande culture qu'il a pu transmettre à travers le monde et à travers aussi ses disciples, bien entendu. Et nous, on était jeunes, on a toujours entendu la chanson Sidi Boumediene, parce que ça relatait un petit peu le parcours de ce saint patron aussi. Oui, c'est vrai. Ce sont des personnes extraordinaires. Et j'allais presque dire, c'est des parcours inédits. Voilà, dernièrement, on avait parlé de Ibn Khaldoun et Sidi Boumediene a existé au XIIe siècle. Donc voyez-vous un petit peu le rapprochement qu'on a un peu fait, parce que ces personnes-là, c'est des personnes complètement à la quête de la vérité continuelle. C'est vrai. Ils ne se sont jamais arrêtés. Sidi Boumediene, je crois à l'âge de 5-6 ans, il décide de quitter la famille et partir seul traverser la Méditerranée à travers, bien sûr, Gibraltar et venir à Fès, parce que Fès, c'est la ville du savoir à l'époque. Et ses frères lui disaient non. Tu es un berger, tu continueras ta vie en tant que berger et tu ne peux pas accéder au savoir, parce que le savoir, c'est quelque chose d'immense et de grand. Et toi, tu viens d'une famille très modeste et tout. Mais lui, dans cette conscience, et c'est pour ça que dans le récit du documentaire, on va comprendre qu'il y a une certaine baraka, il y a une bienveillance divine. C'est quelqu'un qui... C'est Dieu qui veille sur lui. Qui lui a permis donc de continuer et d'aller au-delà donc de ses espérances, c'est-à-dire continuer à chercher le saint. Oui, vous allez voir par exemple, je ne sais pas si c'est une légende ou une vérité, le jour où son frère, parce qu'à chaque fois il faisait des tentatives de fuite. Il voulait sortir parce qu'il est né à côté de Séville, donc en Andalousie, et il voulait partir, et à chaque fois ses frères allaient le chercher pour le rattraper et tout. Et une fois, son frère, il l'a rattrapé dans un champ, parce que lui il courait, etc. Et son frère aiguise son épée et veut lui faire peur ou le frapper. L'épée a été cassée en deux sur son bâton. Et vous allez voir des anecdotes comme ça, des faits comme ça, des faits comme ça dans sa vie qui sont un peu qui sont là pour dire que cet être-là n'est pas commun et que comme vous l'avez dit, il avait la baraka sur la baraka, mais c'est aussi ce qui m'a interpellé dans le documentaire, c'est cette notion de khalwa. La khalwa, c'est se retirer, c'est un peu contempler. Non, c'est se retirer de ce monde complètement. Et lui était justement précurseur de ce genre de valeurs pour contempler le monde. Et à partir de cela, vous comprenez beaucoup mieux les choses et vous comprenez la grandeur de Dieu, de tout ce qu'il a fait, l'adoration de Dieu, c'est en fait la quête vers la vérité aussi, et l'esprit soufi, c'est ça, c'est de pouvoir se retirer pour être en adoration. On dit ça, une retraite. Voilà, c'est la retraite. Et aujourd'hui, parce que notre invité ce soir, il s'agit de Abdelrahman Ben Arous, qui est le petit frère de Ben Arous, la présentatrice du journal télévisé, Zahia Ben Arous. Zahia, qu'on salue ce soir, parce que c'est elle qui a écrit... Une grande dame aussi des médias. Voilà, elle a écrit le texte. Le scénario a été coécrit avec Nora Kassi. Elle vit en France, parce que Abdelrahman Ben Arous, il vit en France. C'est quelqu'un qui a travaillé sur de nombreux documentaires chez Arte, chez la chaîne Voyage. C'est quelqu'un qui a aussi voyagé dans le monde. Et sa venue aujourd'hui, c'est montrer à la jeune génération qu'il y a des aspects importants à travailler, mais avec de petits moyens. Parce que vous allez voir le documentaire, il est époustouflant. Il y a une partie reconstitution, c'est-à-dire on est dans le docu-fiction avec des comédiens qui vont interpréter notamment le rôle de Sidi Boumediene et ses disciples et ses voyages et les cavaliers, etc. Mais il y a une autre partie qui est représentée par des croquis. Des dessins de croquis. On va aller voir dans l'extrait. On va voir dans l'extrait, oui. Tout de suite, c'est des croquis c'est-à-dire il a différencié. C'est-à-dire tout ce qui est historique, il a mis en docu-fiction, et pour les légendes, c'est en croquis.
Et vous allez voir, il y a une surprise dans cet extrait. On va voir tout de suite. Destin d'un berger, c'est donc un extrait du documentaire, de ce film documentaire. Et on se retrouve juste après. يرحم والديك وش بيك انت وش بيك؟ عييت عمي. باغي نروح. وين تروح؟ نروح لوروب. تروح لوروب. تروح لوروب حتى الميديتيراني هذا بيسين ولا؟ تروح تموت روح. يا اخي قوم يا اخي. الغربة 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 الغربة. عندك خبر؟ بكري كانوا هما اللي يجيو لعندنا. يجيو لهنا البجايه بلاد الشرفاء بلاد العلماء وانت تحب تروح للغربه. فكرت واحد الحكايه على سيدي بومدين. قربوا نحكي لكم. هيا انت ريح. كان يا ما كان كما يقولوا بكري الشيخ ديالنا سيدي بومدين 20 سنه في عمره وبلوندي هكذا الشعر طويل الله يبارك ويجيب بلو يعني بوغوس كما يقول. كان يحوس هكذا مع شط البحر ويفلسف. ولحقوا القرصان نصارى حكموه بريزوني هكذاك يعني اسكلاف. صاب المسلمين تما ذا نحكموهم ريحوا. وكان واحد الريح شرقي جاي من برا ميسترا. لي فوالا دوك ما حبوش يبوجوا قعدوا هاك استعجبوا كيفاش الريح كي هذو ما نجموش. تعرف بكري غير لافوار اللي عندهم. جاز البوسكو هذاك. Alors, la suite de cette histoire, on va la suivre ce soir dans, bien sûr, la diffusion intégrale de ce film documentaire. Alors, comme vous le disiez, c'est en partie aussi des tableaux, plusieurs tableaux, et on a eu la chance de découvrir en exclusivité. Donc, Jamel Allam, Allah yarhamou, c'est une surprise que vous vouliez nous laisser. C'est une surprise parce que Jamel Allam a participé activement dans l'élaboration de ce documentaire. D'ailleurs, il y a un hommage qui va lui être rendu ce soir par le réalisateur Abdelrahman Ben Arous. Et puis, vous venez de le dire, le film s'articule autour de 4 contes. C'est des contes. Et Jamel Allam a pris l'un des contes. Donc, vous voyez cette légende, la voile. Il raconte bien. Il raconte très très bien. Et puis, il y a cette magie du cinéma, c'est de coller à l'actualité ou faire des parallèles entre ce qui s'est passé au XIIe siècle et aujourd'hui. Le jeune dit, oui, moi je vais partir, je vais quitter le pays parce qu'il n'y a rien ici. Et Jamel Allam lui dit, mais comment vous pouvez dire ça alors qu'en Algérie, il y avait... On a parlé d'Ibn Khaldoun quand il est venu en Algérie. Il y a cette grande université, l'école des Oubad à Tlemcen, qui est la plus grande université du monde. Béjaïa était comme ça. Et Sidi Boumediene est passé par Béjaïa et beaucoup de savants. Il y avait beaucoup de savants à Béjaïa également. Amel, j'ai juste envie de rendre hommage aussi à Wissem Fatima Wiss, qui fait son compte aussi, à côté de Jamel Allam, ou aux côtés de Jamel Allam, Khadija Bentoutah et Abdelrachid Merniz, ceux qui ont interprété, et c'est des amateurs, ceux qui ont interprété le rôle de Sidi Boumediene. Donc Sidi Ahmed Boularabi, un jeune novice de Sidi Issa, donc voilà, c'était quand même difficile d'incarner ce rôle. Oui, quand vous même. allez voir, ils sont convaincants. Ben Ahmed Nourdine est un cinéaste amateur de Tlemcen, d'ailleurs membre de l'association La Grande Maison, et Jamil Bouyahia, le fils de Sadr Bejaoui de Béjaïa. Et le documentaire est ponctué par des interventions émanant de chercheurs et bien évidemment d'historiens, à l'instar de Mohamed Barli, Abdelrahman Hamadou Al-Koutoubi, Boualem Djouhari, notre collègue de Canal Algérie bien sûr, et Wouden Bourafar. Donc voilà, c'est rendez-vous ce soir pour la première partie. Avec donc il y aura ce film documentaire d'une durée, je pense, d'1h04 à 1h05. Après on revient sur le plateau pour un petit peu parler de comment a été confectionner, si j'ose dire, ce documentaire, et on revient avec un autre documentaire inédit. C'est un documentaire extraordinaire et il est exceptionnel, qui est signé par Saïd Ulmi, qui s'intitule Dar al-Hadith.
Dans le hadith, c'est cet édifice à Tlemcen, c'est religieux et scientifique qui a été bâti durant la colonisation française en Algérie. Et c'est une sorte d'université aussi, parce que on apprend le Coran là-bas, mais en même temps, il y avait des conférences qui ont été données. Il y avait Cheikh, je ne vais pas me tromper, Abdelhamid Ben Oubadis qui l'avait inauguré, voilà, je ne me trompe pas, c'est très important, le 27 septembre 1937. C'est une date charnière. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la France coloniale faisait tout pour déconstruire l'identité algérienne, notamment la religion, les traditions, nos valeurs, les ulama, parce que vous voyez que quand on a un pays qui est riche de ses maîtres, voilà, de ses penseurs, on appelle ça les qutb, qui attirent les disciples et qui leur transmettent des valeurs et surtout la science. Donc la France a voulu désamorcer, excusez-moi le terme, toute cette force, assise. C'est une assise nationale pour l'identité d'un pays. Et là, bien évidemment, vient cet édifice qui contrecarrait toutes les incursions venues de l'extérieur. D'ailleurs, Dar al-Hadith a été brûlé par la France coloniale parce qu'elle disposait d'une bibliothèque assez importante. Donc, et bien évidemment, heureusement, après l'indépendance, elle a été rénovée et aujourd'hui, bien sûr, elle reste quand même un pôle du savoir et de la connaissance. Et un édifice historique aussi pour l'histoire. Oui, en Algérie. Donc, je veux vraiment saluer M. Saïd L'Ulmi de nous avoir donné la chance de diffuser ce documentaire très émouvant, vous allez voir, de 80 minutes, parce que la projection à Tlemcen lors de la capitale Tlemcen de culture islamique, il y a eu des personnes qui ont pleuré parce qu'ils se sont rappelés comment ça a été fait. Donc c'est un documentaire intense de 80 minutes. Je pourrais juste dire que la soirée il y aura un rebond. J'ai pas envie de tout dévoiler. De tout dévoiler, parce que peut-être qu'il y aura une rediff pour la communauté en France. On communiquera incessamment sur la date de rediffusion pour faire profiter justement la communauté française, notamment les week-ends, parce que parfois c'est une thématique passe tard. Mais voilà, le programme est tracé. Voilà, Amel. Je pense que c'est une belle manière de rendre hommage à notre religion et à continuer à la transmettre. Exactement. Yatek Saha, merci beaucoup, Amir. Et puis, pas que, puisque donc ce soir, ça sera spécial ciné-thématique autour de le Maoulid Nabawi Sharif. Et bien sûr, à rendre hommage à ces grands penseurs et soufis et porteurs donc, de savoir algérien. Mais pas que, puisque demain aussi, à l'Opéra d'Alger. C'est un beau challenge aussi. Amin Kouider était là ce matin pour nous en parler en détail. Il nous a donné vraiment envie d'aller voir ce spectacle, un beau spectacle intitulé L'Orchestre fait son cinéma. Alors, vous y serez? J'allais dire, le choix est tombé sur moi. Tomber, c'est le vrai mot, hein. C'est tomber. Je sais pas, moi. D'abord, je connais pas l'opéra, dans le sens, je n'ai jamais présenté un spectacle au niveau de l'opéra. Je l'ai fait au TNA, je l'ai fait peut-être au Palais de la Culture. Mais l'opéra avec beaucoup de musiciens et Amin Kouider qui est aux baguettes, c'est-à-dire le maestro, et un travail sur une partie des films algériens. Voilà, il y aura l'exécution ou l'interprétation de musique de films algériens. Il y aura aussi une partie internationale, universelle, parce qu'il y a aussi un feuilleton très connu, je vais dévoiler peut-être. Il y aura Rafat Lhagan, la musique de Rafat de Chéri'i, et puis juste après, il y aura Rissala, donc de Maurice Jarre, donc ça va être vraiment un moment. C'est un bel exercice pour l'orchestre, bien sûr, algérien, l'orchestre symphonique national. Après, une partie internationale, vous pouvez écouter le Parrain, la musique du Parrain, la bataille d'Alger. Il y aura combien de films pratiquement, combien de musiques? Je pense qu'il y aura plus d'une douzaine de ça sera des courts moments? Non, ça va être des 4-5 minutes. Voilà, des pièces. Voilà, avec Amin Kouider, je sais que quand parfois la musique plaît, il peut allonger, ils peuvent faire plaisir au public ce qu'il est venu écouter. Effectivement, donc c'est à ne pas rater. Ça va se passer demain, donc à l'Opéra Boualem Bessaïr. À partir de 19h. À partir de 19h, voilà, on appelle tout le monde à venir. Le billet coûte 800 dinars.
je pense que ça vaut le détour. Quand même. Ça vaut le détour pour profiter et voyager à travers la musique symphonique et se remémorer des films cultes. Exactement. Merci beaucoup Amir. Et puis on vous dit bonne chance pour demain, mais aussi pour ce soir. Surtout déjà pour ce soir. Pour ce soir, bien sûr. Aussi. Bien entendu, le programme de Canal Algérie à partir de... 21h15, comme d'habitude. Je pense qu'il y a Vestige et Patrimoine aussi de Rahim qui passe en ce moment après le journal de 20h. Et c'est une bonne note à la programmation parce que ça nous... Enfin, parce qu'il y a le JT d'abord. C'est vrai que le journal télévisé, l'actualité, mais parfois c'est long. Et ben, à un moment donné, c'est un beau moment de détente avant de commencer une soirée à partir de 21h15. Très bien. Eh bien, avant de se quitter, permettez-moi aussi de féliciter notre collègue Nourlouda Bouzgaou, n'est-ce pas, pour l'obtention de son doctorat. Donc, avec c'est docteur Nourlouda Bouzgaou désormais, donc attention. On est très content pour elle et on voulait la féliciter à cette occasion. Donc, docteur en sciences de l'information et de la communication. La thématique, c'était donc le service public de la télévision, études comparatives. Bravo à elle et gros bisous, bien sûr. Et on est très content et très fiers pour elle. J'ai juste oublié de citer des partenaires. Parce que à chaque fois, allez, rapidement. Non, c'est le CNC. Oui, mot de fin, avec bien sûr Mourad Chouhi qui fait tout pour que nous puissions diffuser des films. Ça y est, c'est bon, parfait. Merci Amir. Yassine Aloui aussi. Ben voilà, c'est fait. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée sur Canal Algérie. Bon courage à vous, bon week-end aussi, on n'oublie pas. Et on se retrouvera la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe. Salut.